Le passé plus ou moins récent nous le prouve, le football n'est pas qu'une affaire de favoris, mais aussi et surtout de surprises. L'Union soviétique de l'emblématique gardien Lev Yachine en 1960, la Tchécoslovaquie d'Antonín Panenka en 1976, le Danemark bien sûr en 1992, jusqu'à ce fameux Euro 2004 où cette fois, il n'est même plus question de surprise, mais d'un tremblement de terre. La Grèce du sélectionneur Otto Rehhagel, bien que peu spectaculaire, fut le résultat d'une grande réussite collective et d'une mise en place tactique très intelligente. Ne comptant avant cela que des éliminations au premier tour lors des peu de fois où ils ont participé à un Euro ou à une Coupe du Monde, cette sélection composée de joueurs presque tous inconnus va scotcher l'Europe entière et faire taire les moqueries des plus présomptueux. Nous qui pensions que c'était impossible, que l'oligarchie des grands d'Europe ne pourrait jamais être bousculée, qu'un beau parcours d'une petite nation ne déboucherait sans doute jamais sur une victoire finale. Alors comment le bateau pirate, le surnom de cette sélection, a-t-il réussi à faire couler une par une des sélections sur le papier bien plus fortes? Voici une version remasterisée du moment où la Grèce a véritablement éteint l'Europe entière. Alors combien pesait le football grec avant cet Euro 2004 ? Eh ben c'était pas divin. Seulement 2 participations à une compétition majeure, l'Euro 80 où ils finissent dernier de la phase de poule malgré un bon nul lors du dernier match contre le futur vainqueur de l'épreuve, l'Allemagne de l'Ouest, et une participation assez catastrophique au Mondial 94 où ils terminent encore dernier mais avec 0 but marqué et surtout 10 encaissés, parmi les pires bilans pour une sélection nationale lors d'un mondial. Et c'est tout. Donc en 6 matchs, 0 victoire bien sûr et surtout un seul but marqué. Autant dire qu'en 2004, à l'occasion de leur 3e participation à une phase finale, qui pensait que la Grèce allait faire quelque chose lors de cet Euro? Réponse: personne! Et pourtant, avant le début de la compétition, il y avait déjà quelques bonnes raisons de se méfier de cette équipe grecque, et ce, dès les éliminatoires. Placé dans le groupe de l'Espagne et de l'Ukraine, lors des 2 premiers matchs, la logique est respectée et la sélection hellénique débute par 2 défaites sur le même score. C'est alors que le sélectionneur allemand de cette équipe grecque, Otto Rehhagel, va opérer un changement tactique radical. Otto Rehhagel, c'est une longue carrière d'entraîneur en Bundesliga, son expérience la plus notable étant au Werder Brême où il restera près de 14 ans, en adoptant une philosophie de jeu assez offensive, mais pas n'importe laquelle, une tactique qu'il appelle lui-même l'attaque contrôlée. Mais c'est là qu'avec son équipe grecque, il va surtout travailler sur l'endurance, les éduquer sur une intelligence tactique. Et selon Rehhagel, l'attaque contrôlée passe d'abord par un jeu aérien irréprochable, avec au moins les 2 défenseurs centraux plus un atout offensif qui se distingueront dans ce secteur. Et là déjà, je pense que certains ont compris qui possédait ces atouts dans cette équipe grecque, mais on va y revenir. Mais ce n'est pas tout, parce que Rehhagel, et c'est pas un scoop, va constater qu'il n'a pas un effectif suffisamment talentueux pour prendre le jeu à son compte. Donc contrairement à son temps au Werder, il va pas adopter un jeu offensif, mais plutôt inciter ses joueurs avant tout à bien défendre. Rehhagel va donc énormément travailler avec ses joueurs pour qu'ils soient irréprochables dans les petits détails, là où finalement la différence avec l'adversaire serait minime. Bien s'appliquer sur les coups de pied arrêtés, les corners, les pénaltys, les coups francs, les centres. Tout le monde est capable de faire un centre, même un pressing, même s'il est mauvais, tout le monde peut presser. C'est à la portée de tous, c'est pas uniquement les grandes équipes qui peuvent faire ça. La précision des passes, la vitesse d'exécution, la densité du milieu de terrain qui va énormément contribuer à élaborer cette tactique dite de l'attaque contrôlée. Mais lorsque le football au début des années 2000 avait déjà généralisé le système d'une défense en zone, la Grèce de Rehhagel va plutôt adopter un marquage individuel. Oui, effectuer la bonne passe dans le bon timing, mais aussi exploiter les erreurs de l'adversaire, les éduquer sur une intelligence tactique. Rien que sur ça, si les Grecs ne font pas beaucoup d'erreurs, moins on concède à l'adversaire, moins on va leur donner des opportunités de nous battre. Car la différence peut aussi se faire dans la puissance physique. Et Otto Rehhagel ne manque justement pas de ce genre de profil. En commençant par son gardien qui a de faux airs de Georges Clooney, Antonios Nicopolidis, sans oublier la charnière Kapsis-Delas, ce dernier mesurant presque 2 mètres, vraie armoire à glace. Et cette idée de marquage individuel en défense sera surtout accentuée par une très forte intensité des 3 milieux de terrain placés devant la défense, le plus souvent incarné par Angelos Bassinas, Kostas Katsouranis qui possède un profil de milieu box-to-box toujours très bien placé défensivement et qui n'hésite pas non plus à monter pour créer du surnombre au milieu de terrain. Des montées couvertes par l'excellent Theodoros Zagorakis, 32 ans, homme d'expérience de cette sélection dont il est le capitaine depuis presque 10 ans et qui va à la fois servir de rempart, de distribution, étant toujours situé au centre du jeu. Assurément le leader de cette équipe qui va pousser ses coéquipiers à s'appliquer sur les choses simples,
les bases. Sans oublier bien sûr le milieu de terrain de l'Inter, Giorgios Karagonis, qui deviendra par la suite une légende du bateau pirate, même s'il n'était pas encore titulaire indiscutable à cette époque-là. Il va cependant déjà apporter sa pierre à l'édifice. Et bien sûr les latéraux Fissas et Seitaridis, des fois c'était Venetidis à la place de Fissas, ça dépendait. On a donc plusieurs associations différentes dans ce bloc de 8 joueurs, avec ce triangle du milieu Basinas, Katsouranis, Zagorakis, qui peut parfois être suppléé par Giannakopoulos qui est un profil un peu plus offensif, et Tsirtas qui possède lui aussi une très grosse frappe de balle, un socle défensif qui va permettre d'asseoir sereinement un secteur offensif composé de 2 pointes, Vrizas qui est pas forcément un très bon finisseur, et qui va surtout compter sur son point d'appui, Angelos Charisteas, pour faire notamment la différence dans le jeu aérien du haut de son mètre 91. Charisteas sera en quelque sorte un électron libre, en sachant qu'un autre attaquant de support, Demis Nikolaidis, pourra les assister notamment en fin de match. De la solidité, cette Grèce va en faire preuve dans les éliminatoires, et d'efficacité aussi. Après avoir commencé par 2 défaites et une fois ces ajustements tactiques bien opérés, les dieux grecs vont devenir immortels. 6 matchs, 6 victoires consécutives, certes seulement 8 buts marqués mais aucun encaissé. Des petites victoires oui, mais une grande, très grande difficulté pour les adversaires de les bouger. Certes la Grèce ne marque pas beaucoup, mais elle trouve quand même l'ouverture à chacune de ses sorties. Et c'est bien ça le plus important. En témoigne ce déplacement en Espagne où la sélection hellénique va se retrouver au sommet de l'Olympe. Il y a pourtant du beau monde côté ibérique ce jour-là, mais ni Raoul, ni Morientes qui flambaient à cette époque, n'ont réussi à percer ce mur grec, avec Delas le grand gaillard placé au centre de la défense avec Kapsis et Dabissas sur les côtés, ainsi que Venetidis préféré à Fissas et Seitaridis sur les côtés. Il y a donc déjà un surnombre par rapport aux 4 joueurs offensifs espagnols, ainsi que le milieu de terrain composé cette fois de Giannakopoulos, Tsirtas et Zagorakis, toujours au centre du jeu, qui va littéralement faire exploser le duo Elguera-Baleron. Apporter le surnombre dans ces secteurs clés, voilà qui va permettre à Giannakopoulos, libre de tout marquage, de placer cette magnifique frappe pour offrir un succès de prestige 1-0 en terre espagnole. Résultat, la Grèce se qualifie directement pour l'Euro et contraint l'Espagne à passer par un barrage pour se qualifier. La sensation est énorme, pourtant en Europe, cette superbe performance passe quasiment inaperçue. Faut dire aussi qu'on a une époque où il n'y a pas internet comme aujourd'hui, faut voir l'émission spécialisée et hebdomadaire seulement pour voir tous les buts des qualifications de l'Euro, donc quelque part, aussi bien dans l'esprit des gens que dans l'esprit des médias, eh bien cette Grèce ne fait absolument pas de bruit, je me souviens même avant l'Euro, on n'en parlait pas, on parlait des favoris, vous inquiétez pas, le Portugal, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, mais la Grèce, silence radio. Ils ont quand même fini premier de leur groupe, devant l'Espagne. Bon, tant mieux pour eux me direz-vous, bah oui, moins on parle d'eux, moins on se méfie. Au tirage au sort de l'Euro 2004, la Grèce est de nouveau placée dans le groupe de l'Espagne qui est parvenue à se qualifier et va en plus hériter du pays organisateur, le Portugal, ainsi que de la Russie. Et à l'époque d'un Euro à 16, ça se passe comme dans un mondial à 32, autrement dit il faut terminer au moins devant l'Espagne ou le Portugal au classement. Le moment où cette histoire pour la Grèce va tourner en odyssée. Juin 2004, parmi les favoris de cet Euro, évidemment le Portugal, qui malgré son élimination surprise au premier tour du Mondial 2002, reste sur un Euro 2000 fracassant et dispose d'un superbe effectif avec les anciens comme Figo, Paoletta, Nuno Gomes, Rui Costa, et ça c'est juste le secteur offensif. Il faudra en plus compter sur les tout récents vainqueurs de la Ligue des Champions avec le FC Porto de José Mourinho, tels que Deco, Ricardo Carvalho, Costinha, Maniche et Paulo Ferreira, sans oublier la star montante de 19 ans promise à un grand avenir, un certain Cristiano Ronaldo. Et en plus, ces Lusitaniens sont entraînés par Luis Felipe Scolari, qui a été le sélectionneur du Brésil, champion du monde en 2002. Il y a donc 2 petits poussés dans cet Euro. Il y avait la Lettonie d'un certain Verspapovskis, alors celui-ci, je pense qu'il n'y a que les anciens qui vont s'en rappeler. Et il y avait la Grèce. C'était vraiment les 2 petits poussés de l'Euro. Peut-être qu'on peut inclure la Bulgarie éventuellement, mais j'ai envie de dire que c'était surtout la Lettonie et la Grèce. Cette équipe grecque qui va donc entrer en lice lors du match d'ouverture au Stade du Dragon contre le pays organisateur, le Portugal, lequel dispose d'un superbe effectif où il n'y a pas beaucoup de points faibles, tandis que la Grèce va partir avec de la vitesse sur les côtés, les 2 attaquants Vrizas et Charisteas devant, et les 2 milieux de terrain Basinas et Zagorakis qui auront fort à faire pour étouffer en face des Figo, Paoletta, Simao et Rui Costa. On ne s'attend à rien d'autre qu'une excellente entrée en matière des Lusitaniens dans leur Euro, mais dès le début de match, c'est bel et bien la défense portugaise qui est malmenée. 7e minute de jeu, énorme erreur de relance de Paulo Ferreira, laquelle sera parfaitement exploitée par Karagonis qui ouvre le score. Le Dragon est cueilli à froid.
Même si les Portugais dominent, ils restent très loin du but grec. Et derrière, ce sont bien les dieux grecs qui mènent 1-0 à la mi-temps contre toute attente. Le Portugal n'a pas réussi à créer et s'en montre tout simplement incapable, tandis que les Grecs se montrent bien plus inspirés. Et en tout début de seconde période, 50e minute de jeu, le jeune Ronaldo entré en jeu commet une erreur de jeunesse après cette faute dans la surface sur Seitaridis. Basinas tire parfaitement ce penalty au ras du poteau. La Grèce fait le break et mène 2-0. Et là, ce n'est plus du tout la même chanson. Et ce Portugal, bien que toujours dominateur, n'arrive pas à se créer d'occasion franche. La faute à une défense grecque extrêmement disciplinée qui joue très bien le piège du hors-jeu. La faute aussi à une finition dans laquelle les Portugais sont en train de pêcher. 93e minute, Ronaldo réduit enfin le score, mais c'est trop tard. Tous les pronostics sont déjoués. L'Euro 2004 débute par une énorme sensation. Les Grecs font tomber le Portugal chez eux, 2-1. Mais pas le temps de tergiverser pour la Grèce qui doit se concentrer sur son second match face à un adversaire qu'ils ont déjà croisé dans les éliminatoires, l'Espagne. Mais cette première période sera un véritable supplice pour les Grecs. L'Espagne est prévenue et connaît déjà cette sélection hellénique et domine outrageusement cette première période en profitant d'une énorme erreur de Capsis en défense. Morientes ouvre la marque, l'Espagne mène 1-0 à la pause, seulement. Les dégâts sont donc limités pour ces Grecs qui n'ont cadré aucun tir dans cette première période, et même si l'Espagne semble très sereine, elle va doucement se laisser endormir. Et pour ne rien arranger, Giannakopoulos se blesse en début de seconde période et doit céder sa place à Nikolaïdis, un attaquant de support à Vrizas et Charisteas, et Reagol tente un coup, sorti de Karagonis et entré en jeu de Tsirtas pour ajouter un peu plus de peps offensivement et aller chercher cette égalisation. Et admirer la magnifique passe de Tsirtas pour Charisteas, tel un renard qui glisse le ballon entre les jambes de Casillas. Un partout, quelle action, quelle égalisation! L'Espagne tente de réagir, mais le bloc grec reste compact, sérieux et appliqué. Il n'y a plus rien à faire, match nul un partout. Nouvelle sensation dans cet Euro pour les Grecs qui restent invaincus, mieux, qui se retrouvent dans une très bonne posture avant le troisième et dernier match contre les Russes, déjà éliminés. Et en sachant qu'il y aura un très alléchant Portugal-Espagne lors du troisième match, forcément, l'une de ces deux équipes va lâcher des points, si bien que la Grèce n'a besoin que d'un nul, même si une défaite pourrait les qualifier, à condition qu'il y ait un vainqueur dans l'autre match. Contre la Russie, Otto Reagol va très peu faire tourner, hormis sur le côté gauche avec Venetidis au poste de latéral et Papadopoulos en soutien de Vrizas et Charisteas. Autrement, on conserve le socle de cette équipe, histoire de ne pas perdre le rythme. Et décidément, ces Grecs que l'on attendait très dominateurs vont complètement rater leur entame de match, menés 1 puis 2-0 par la Russie après un gros quart d'heure de jeu. La Grèce est en train de complètement vaciller et pour le moment, elle est éliminée. Ouf! Vrizas réduit l'écart avant la pause et plus rien ne sera marqué dans ce match, mais heureusement dans l'autre rencontre, le Portugal s'impose 1-0 et se qualifie aux côtés des Grecs qui s'inclinent 2-1. Incroyable, les Grecs sont donc qualifiés, l'Espagne est éliminée non pas à la différence de buts, mais au nombre de buts marqués. Il ne s'en est vraiment pas fallu de grand chose. Mais quel exploit pour ces Grecs qui passent donc le premier tour pour la première fois de leur histoire dans une phase finale et qui vont retrouver un sacré client en quart de finale, l'équipe de France. Mais une équipe de France malade, qui certes a terminé première de son groupe devant l'Angleterre, mais qui a déjà encaissé 4 buts en 3 matchs. Les hommes de Jacques Santini sont en cruel manque de confiance, avec un Michael Sylvestre pourtant à la peine dans cet Euro, et qui sera encore titulaire au sein d'une défense vieillissante. La génération 98 a pris de l'âge, déjà privé de Vieira, le fait de voir Zidane sur le côté gauche, un poste qu'il n'affectionne pas du tout, même au Real Madrid, et qui va grandement le limiter dans son impact sur le reste de l'équipe. Ces Bleus font grise mine, tandis que ces Grecs vont aborder ce premier quart de finale de leur histoire, sans aucune pression. Et quelque part, cette défaite contre la Russie est un mal pour un bien, car elle a permis aux dieux grecs de rester les pieds sur terre. Mais si vous revoyez ce match, vous allez vous rendre compte que vraiment les Grecs étaient totalement libérés. C'est normal, ils n'avaient pas de pression. S'ils perdent, la logique est respectée, normal. C'est le moment de se lâcher parce que c'est un match à élimination directe, hein. Si tu perds, tu rentres à la maison. Les Grecs sont bien mieux rentrés dans ce match, auteurs de gestes défensifs de grande classe. La sélection hellénique se procure les meilleures occasions, dont celle-ci où le ballon a bien failli franchir la ligne. 4 tirs en première période pour les Grecs, tous cadrés, clairement dans le contenu. Les Bleus se font bouffer. On est alors à l'heure de jeu. Observez cette situation qui illustre, je trouve, l'altruisme des Grecs face à des Français qui plongent dans le piège, la tête la première. Magnifique passe de Basinas à destination de Zagorakis, lequel détruit Lizarazu. Et là vous voyez un très bel appel de Katsouranis à l'entrée de la surface, et Thuram l'a bien vu et s'y précipite. Bonne décision a priori,
Sauf que derrière, cela laisse le champ libre à Charisteas qui n'a plus qu'à armer sa tête. Les Français sont à contretemps, l'embuscade des Grecs est parfaite et pousse les Français à la faute. La sélection hellénique ferme le jeu à double tour, plus rien ne sera marqué. Score final 1-0, la Grèce poursuit son parcours de rêve et se hisse dans le dernier carré de l'Euro. La Grèce est donc en demi-finale. Waouh! Juste waouh! Et d'habitude on se dit, bon, en demi-finale, tout est possible, hein, tout le monde peut gagner l'Euro. Mais on se dit, attends, la Grèce, est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner l'Euro? Eh bien non, même là, on n'y croit pas une seule seconde. On se dit, oh bah, vu le prochain adversaire, c'est cuit. Et effectivement, la grande République tchèque de Karel Bruckner est de loin la sélection la plus impressionnante de cet Euro 2004, avec dans les cages le néo-gardien de Chelsea, Petr Cech, sans oublier Jankulovski, Bolf, Grigera, Ushfalusi, le Ballon d'Or 2003 Pavel Nedved, Tomáš Galácek, le petit Mozart Tomáš Rosický, l'expérimenté Karel Poborský, le géant Jan Koller, 2 mètres et plus de 100 kg, un bon morceau de viande, et enfin le meilleur buteur de cet Euro, Milan Baros. Que de talent à tous les postes dans cette formidable sélection, clairement prétendante à la couronne sur le vieux continent. Mais ces dieux grecs ont encore quelques éclairs à donner, et cherchent évidemment à bétonner avec le retour de Vrizas en pointe. On cherche vraiment à resserrer le jeu côté grec, à faire en sorte que ces magnifiques Tchèques ne trouvent aucun espace. Et coup du sort dans cette demi-finale, le capitaine tchèque Pavel Nedved doit céder sa place sur blessure au profit de Vladimir Smisser. Même les slaloms de Barros ne suffisent pas à tromper ces Grecs incroyablement courageux. Ils savent que s'ils passent cet obstacle, plus rien ne pourra les arrêter. « 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il n'y a plus de but en or, ça vient d'être aboli, et ce pour laisser place au but en argent. Alors quel est le principe? C'est très simple. Si vous marquez uniquement en première période de prolongation, le match se termine à la fin des 15 premières minutes. Et dans cette prolongation, il y a du chaos dans l'air. On approche tout doucement de la fin des 15 premières minutes. Corner pour la Grèce. Incroyable, le défenseur d'Hellas surgit à la dernière seconde, but en argent, aussi moche soit-elle, rien ne résiste à cette Grèce, pas même la grande République tchèque. La bande d'Otto Rehhagel peut désormais croire en ses rêves, en prenant la direction de Lisbonne pour la finale de l'Euro. « 4 juillet 2004, finale Portugal-Grèce, soit exactement la même affiche que lors du match d'ouverture, où les Grecs s'étaient imposés 2-1. La pression est clairement du côté des Lusitaniens, qui doivent faire en sorte que leur splendide enceinte de l'Estadio da Luz ne devienne pas le stade de la loose. Alors quel était notre sentiment avant cette finale? Je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand monde qui souhaitait la victoire de la Grèce, d'autant que le Portugal à l'époque n'avait encore jamais remporté de grande phase finale. Et là ils étaient chez eux, ils avaient une très belle équipe, des vainqueurs de Ligue des Champions dans leur effectif, on les attendait tous. Et là on regarde le match et on se dit c'est incroyable. Encore une fois les Portugais tombent dans le piège des Grecs, ils se font doucement endormir, 0-0 à la mi-temps, et je vous jure, plus le temps passe, plus on se dit mais c'est dingue. Ils vont le faire les Grecs. On sentait que ce but allait venir, mais vraiment, on refuse d'y croire. Pourtant, la réalité se dessine sous nos yeux. Sur corner, Charisteas dévie ce ballon dans les filets de Ricardo. 1-0. Encore une fois, le Portugal est en train de se faire battre. C'était pas possible. Une fois, et pas deux. Même s'il restait 30 minutes au chrono, on savait que c'était cuit. Ce que l'Europe refusa, hélas, de croire jusqu'au bout, s'est finalement produit. Et j'ai l'impression que cette finale, on pouvait la faire 5 fois, 10 fois, le résultat serait exactement le même. Énorme sensation, la Grèce remporte l'Euro 2004. Quel tremblement de terre sur la planète football. Au-delà du silence pesant qui régnait dans un stade de la loose aux couleurs du Portugal, je pense que nous aussi, toute l'Europe, était silencieuse devant sa télévision parce qu'on se disait « Mais c'est dingue !
On s'est tous fait avoir. L'Europe entière est allée se faire voir chez les Grecs. Alors il faut l'avouer, c'était un Euro assez bizarre. Hein. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, toutes éliminées au premier tour. L'équipe de France, la très grande favorite, battue dès les quarts de finale. Les Pays-Bas battus à la régulière par les Portugais en demi-finale. Et c'est Tchèques. Mais c'est incroyable, c'est Tchèques. Même eux, ils ont cédé. Alors si certains croient à l'accident, j'ai envie de dire tout de suite non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas battu une fois le Portugal dans la compétition, ils l'ont battu 2 fois. C'est impressionnant de battre 2 fois le pays organisateur, qui plus est, avec cet effectif. Hein. Il y avait quand même une sacrée équipe, il y avait, je le rappelle, des vainqueurs de Ligue des Champions, il y avait Ronaldo, il y avait Figo, il y avait Rui Costa, on parle quand même de joueurs de très grande classe mondiale. C'est hallucinant. Les Grecs ont réussi à passer sur la France, sur le Portugal 2 fois, et même sur ces Tchèques. Et le score aussi serait toujours le même, il y aurait toujours un 0, et ce serait encore un but sur le coup de pied arrêté ou sur un centre. Ces Grecs n'ont encaissé aucun but dans la phase à élimination directe, ils n'en marqueront que 3, mais à chaque fois, cela venait du côté droit, et ce fut un but de la tête. Quand on voit ce genre de combinaison, il n'y a pas de hasard. Tout cela est minutieusement travaillé. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, il est vrai que ce n'était pas le grand spectacle avec seulement 7 buts inscrits dans cet Euro, mais au niveau tactique et intelligence de jeu, le bateau pirate réalise l'un des plus grands hold-up de l'histoire du football, si bien qu'après cet exploit, les Grecs ont presque quasiment disparu, en manquant notamment la qualification pour le Mondial 2006. Mais ils reviendront assez régulièrement à l'Euro comme à la Coupe du Monde, clairement, et on le voit dans l'historique du football grec, il y a un avant et un après cet Euro. Un héritage qui a été construit, mais que dire de cette discipline des Grecs, à l'image de Théo Zagorakis, nommé meilleur joueur de cet Euro et classé 5e au Ballon d'Or en fin d'année. Décidément, le football regorge de surprises infinies, mais ce n'est pas parce que c'était il y a 20 ans, déjà, que ces événements appartiennent au passé. Non, non. Ça peut très bien se reproduire, surtout dans un football de sélection qui est en ce moment en pleine mutation. Je sais pas pour vous, mais moi le Maroc en 2022, j'y ai cru. Hein. Et c'est ce qui fait que ce sport est magnifique. Tout ou presque est imprévisible, toute logique peut soudainement voler en éclats, il ne faut banaliser personne. Et en 2004, les dieux grecs, au sommet de l'Olympe, l'ont bel et bien prouvé.